Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier ou plénière, je vais dire, sur la création de richesses. Je ne suis pas en manque d'exposure, je ne cours pas après ça, mais ça a donné comme ça. M. Célieu a décidé que ça serait une conversation au lieu de l'allocution, puis bon, c'est comme ça. Donc, je suis aujourd'hui modérateur et on va laisser la place tout le temps qu'il faut à nos conférenciers. C'est pour ça que je ne ferai pas vraiment de propos d'ouverture, de remarques d'ouverture. Juste pour vous dire que vous êtes plus dans la portion création de richesse, parce que si on veut la distribuer, demain la richesse, puis trouver les solutions, il faudra peut-être la créer, puis avoir des gens qui peuvent nous parler de création de richesse. Donc, ça sera mon niveau d'introduction. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 conférenciers au profil. Je prends pour acquis avec toute la technologie, les iPhones, les iPads que vous allez sur les sites pour voir toute leur biographie. Donc, on a convenu, les conférenciers ont convenu qu'ils parleraient environ 15-20 minutes chacun et on aura une période de questions à la fin. Lors des conférenciers également, on a convenu entre nous. Et pour mettre la table, quoi de mieux que commencer avec Robert Gagné. Robert qui est directeur, comme vous savez, du Centre de productivité et de la prospérité, qui va venir nous entretenir au niveau de la création de richesse, mais surtout le positionnement du Québec par rapport à ses partenaires commerciaux, comment on s'est situé, etc. Robert aussi a été conseiller sur différentes commissions. Il a été également membre, comme vous savez, de juin 2014 jusqu'en 2015 de la commission de révision permanente des programmes. Donc, sans plus tarder, je vous demanderai d'accueillir Robert Gagné. Robert. Merci Clément, bonjour à tous. Alors moi je vais mettre la table. Clément me dit toi tu mets la table. Et donc, puis on parle de création de richesse. Alors, avant de parler de création de richesse, on va voir à la mesurer. Où en sommes-nous et pourquoi nous en sommes là. Donc j'ai un peu l'impression de vous avoir me répéter parce que il me semble que ça fait plusieurs années que je répète les mêmes histoires, mais Alain Dubé qui me disait oui, mais il faut répéter tout le temps pour que ça finisse par entrer. Donc, un peu l'objet de mon propos, donc pas beaucoup d'analyse, mais plutôt un état de situation, peut-être que vous connaissez, mais je vais l'agrémenter de certains commentaires plus ou moins colorés, pour être sûr que vous ne vous endormiez pas. Alors, état de situation, première chose, niveau de vie, donc PIB par habitant. Vous avez ici un gros graphique avec des pays, des provinces du Canada, une vingtaine de pays de l'OCDE et le Québec en bleu à 45 000 $ par habitant en 2014. À parité des pouvoirs d'achat, donc pour ce qui est des comparaisons internationales, c'est valide. Évidemment, on n'a pas de ce concept-là de parité des pouvoirs d'achat à l'intérieur du Canada. Et je sais qu'il y en a qui vont toujours dire oui, mais notre niveau de vie au Québec, tel que mesuré par le PIB par habitant, est plus faible, mais on reçoit des services publics gratuits en plus grande quantité qu'ailleurs et le niveau des prix est ici plus faible. Alors, je ne sais pas si j'ai un ex-collègue, en fait, qui est aujourd'hui ministre, donc qui n'est pas loin d'ici dans un bureau, et qui, à l'époque, qui était mon collègue au HEC, a rédigé une étude sur l'évolution des niveaux de vie, du coût de la vie au Canada, et il a conclu à cette époque très fermement que les coûts de la vie ont tendance à converger pas mal rapidement. Donc, l'argument des différences de coût de la vie pour justifier un niveau de vie plus faible au Québec tient de moins en moins la route. En fait, si on exclut le logement, tous les autres facteurs sont au moins aussi chers ici qu'ailleurs, dans certains cas plus chers, parce qu'évidemment, comme on a aussi beaucoup de services publics gratuits, il faut les financer, et pour les financer, il faut taxer, et donc ça augmente le coût de la vie. Donc, on ne s'en sort pas vraiment. Donc, the name of the game, comme ils disent au baseball, c'est le niveau de vie. Ça, c'est la situation actuelle. Ça, c'est plus intéressant parce que les barres grises, c'est la situation actuelle, donc c'est un peu le même graphique que l'autre, mais à l'envers. Puis les points bleus, c'était la situation il y a 1981, il y a 30 ans, 30 quelques années.
Et le Québec n'apparaît plus parce que je l'ai mis à 100 pour les 2 années, 81 et 2014. Et évidemment, quand le petit point bleu est en bas, c'est parce qu'on a pris du retard par rapport à ce pays-là. Et quand le petit point bleu est en haut, c'est parce qu'on a fait des gains par rapport à ce pays-là. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas fait de gains par rapport à beaucoup de pays ou de provinces depuis 30 quelques années. Même des pays où on a perdu pas mal de plumes. Là. Donc, vous voyez tout ça. Ce qui fait que la situation actuelle s'explique par 35 années on peut dire, de croissance insuffisante. Je vous rappellerai juste, c'est pas dans mes graphiques, mais le niveau de vie au Québec en 1981, c'était à peu près la moyenne des pays de l'OCDE de l'époque. Et aujourd'hui, 30 quelques années plus tard, c'est au moins 15 % en bas de la moyenne de ces mêmes pays de l'OCDE. Donc, il y a un problème évident de croissance dans cette province et aussi dans ce pays. J'aime ça mettre les choses en dollars parce que ce matériel-là et les communications qu'on fait en général ne s'adressent pas à un public comme ici, trié sur le volet d'économistes savants. La mission du Centre à productivité et à prospérité, c'est une mission surtout d'éducation économique, donc on s'adresse à des publics très larges via les médias. Puis, vous savez comme moi, puis je peux le dire maintenant parce que je pense qu'ils ne sont pas venus, les journalistes, mais les journalistes, il faut répéter souvent pour qu'ils comprennent. Ah, il y en a un, là. Non, là, c'est qui, lui, c'est filmé en plus. Là. Ah, bon, pas grave. Mais de toute façon, moi, j'assume mes propos complètement. Donc, il faut répéter, puis il faut que ça soit simple, que ça soit beau, des couleurs, des petits dessins, des petits bonhommes, avec des sourires. Et là, ça passe. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Ici, c'est en dollars, c'est l'augmentation du niveau de vie depuis 1981. Alors, 14 663 $ au Québec, en dollars constants de 2014. Vous voyez bien là qu'il n'y a pas beaucoup qui ont moins bien fait que nous. On pourrait dire, oui, mais en pourcentage. À la limite, je m'en fiche un peu de l'augmentation de pourcentage depuis 30 ans parce que je me dis, c'est pas avec des pourcentages qu'on s'achète du pain, du beurre, puis qu'on fait du ski la fin de semaine. C'est avec des dollars. Et les dollars de plus disponibles en termes constants, là, c'est 14 163 au Québec par habitant depuis 33 ans. Et il y a des endroits où c'est le double, le triple. Bon, on peut oublier, je ne sais pas moi, Terre-Neuve parce qu'il y a du pétrole, donc c'est pas juste, ou l'Alberta, mais il y a quand même les États-Unis, l'Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Ils sont tous en haut d'une augmentation de 20 000 $ par habitant de leur niveau de vie. Donc, imaginez là, qu'on aurait connu au Québec cette croissance-là en dollars, c'est 6, 7 000 ou en 10 000 $ de plus par habitant. Ça représente quoi, 80 milliards sur le PIB, c'est majeur. Puis on va y revenir tantôt, les impacts de ça à différents niveaux. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est toujours le même 14 663, cette augmentation-là, en valeur absolue, je dirais, du niveau de vie, d'où elle vient. Puis on peut le faire pour tous les pays. Puis moi, j'ai décomposé ça en 3 facteurs. Donc, on est en augmentation de PIB par habitant. Puis bon, le PIB par habitant, il augmente. Pourquoi? Parce que le PIB par heure travaillé, donc ce qu'on appelle la productivité du travail augmente, ou en tout cas varié, ou parce que les heures travaillées par emploi ont changé, ou parce que le nombre d'emplois par rapport à la population totale a changé. Donc, vous avez ces 3 facteurs-là ici, productivité du travail, PIB par heure, intensité du travail, le nombre d'heures en moyenne qu'on travaille par année, par emploi, et le taux d'emploi, donc le pourcentage de la population qui occupe un emploi. Okay? C'est clair que partout en Occident, sauf aux États-Unis, voilà, partout les heures travaillées par emploi ont diminué. Le Québec ne fait pas exception. C'est un phénomène, je dirais, sociologique. On était, au début des années 80, à peu près 1850 heures par emploi au Québec, puis on est à 1650 à peu près. Mais ça, c'est un phénomène mondial, mais on ne l'échappe pas, bien évidemment.
Les taux d'emploi, en tout cas au Québec, ont augmenté. Pas partout, mais au Québec, ils ont augmenté, donc ça a contribué pas mal quand même à l'augmentation du niveau de vie. Alors, si vous prenez le 14 663, l'augmentation du niveau de vie, bien, il y en a 85 qui s'expliquent par la croissance de la productivité du travail. Le fait qu'on travaille moins d'heures a fait baisser notre niveau de vie, mais le fait qu'on soit proportionnellement plus nombreux à travailler a fait augmenter le niveau de vie. Okay? Ce que je veux faire remarquer ici, c'est que regardez partout dans le monde, le gros de l'augmentation du niveau de vie ne vient pas des facteurs, je dirais, de comportement du marché du travail, il vient de la productivité du travail. Et ça ne vient pas du fait qu'il y a plus de gens qui travaillent proportionnellement ou que les gens travaillent plus ou moins longtemps. On a l'impression que ces deux effets-là ont tendance à s'annuler. Plus de gens qui travaillent, mais les gens travaillent moins. Donc ça s'annule. Ce qui reste, c'est quand ils sont assis sur une chaise au bureau ou qu'ils travaillent dans une usine ou dans un véhicule, est-ce qu'ils sont plus productifs pour chaque heure travaillée? Puis c'est ça qui est le déterminant. Et on dirait qu'au Québec, c'est moins important qu'ailleurs, cet effet-là. Regardez, je ne sais pas, mais en Finlande, 137 de l'augmentation du niveau de vie vient de la productivité. Ça tourne autour du 100 à peu près partout. En France, c'est 146 Au Québec, on tombe à 85 Donc, on fait un petit peu, on est un petit peu, c'est pas majeur, mais on est un petit peu exceptionnel à ce niveau-là, parce qu'on a moins alimenté notre faible augmentation du niveau de vie par une augmentation de la productivité du travail. Donc, c'est peut-être pour ça que notre niveau de vie n'a pas augmenté tant que ça, en fait. Alors, on va le mettre en pourcentage, là, vu que vous comprenez c'est quoi un pourcentage, sauf quelques personnes dans le fond de la salle, mais... Oh, excuse-moi, mais toi, tu n'es pas vraiment journaliste, tu es chroniqueur, c'est pas pareil. Moi, je pense que tu te mets dans le trou. Comment? Donc, non, mais les chroniqueurs, c'est parce que les autres, ils n'ont pas besoin d'être rigoureux. Mais qu'est-ce qui est pire qu'un chroniqueur? Pire qu'un chroniqueur, puis qu'un journaliste, un blogueur. OK. Donc, croissance annuelle moyenne de la productivité du travail depuis 33 ans, 1,02 Donc, vous voyez, on est une des juridictions où la croissance de la productivité du travail a été la plus faible. Évidemment, en haut du classement, la Corée du Sud, une économie qu'on pourrait même encore aujourd'hui qualifier presque d'émergente, avec un taux astronomique. Mais il y a quand même un certain nombre de pays qui ont relativement bien fait, notamment les pays scandinaves, le Danemark, la Suède, la Norvège, un peu de pétrole. Même la France a bien fait dans ce cas-là. C'est rare que la France est en haut du tableau, mais dans ce cas-là, c'est le cas. Donc, c'est des taux qui ont tendance à tourner plus autour du 1,6, 1,7, 1,8 alors que nous, on est plus autour du 1. Donc, je dis toujours à la blague, écoutez, je ne me suis pas déplacé pour venir écouter une conférence, me faire dire que finalement, le problème du Québec, c'est 0,7 ou 0,6 sauf que 0,6 plus faible pendant 35 ans, ça donne 14 663 d'augmentation du niveau de vie plutôt que 23 000. Donc, ça donne 10 000 de moins par habitant, donc 80 milliards de moins de PIB aujourd'hui. Conséquence de ça. Oui, avant de parler des conséquences, il reste 3 minutes 19. Avant de parler des conséquences, j'ai regardé ici l'évolution récente du niveau de vie. Québec en bleu, la moyenne des pays de l'OCDE, on appelle ça OCDE 20, parce que c'était les 20 pays qui étaient là au début, il s'en est rajouté, mais bon, pour des raisons de comparabilité, on les exclut. Pays comme le Mexique, la Slovénie, je ne sais pas quoi. Donc, c'est les 20 principaux pays de l'OCDE. Puis regardez le niveau de vie, si on met 2004 à 100, l'évolution relative du niveau de vie au cours des 10 dernières années. Puis, une chose intéressante, d'abord 2009, qui est la grande noirceur économique, la crise. Alors, la crise majeure qu'on a subie, en tout cas, c'est le vocabulaire que certains emploient, ça a été une récession,
Évidemment, au Québec, on s'est pété bretelles, disons, certains personnages politiques se sont pétés bretelles pour nous dire, écoutez, au Québec, on a bien traversé la crise et l'économie du Québec est résiliente et on a résisté. Bravo, on s'est applaudi et tout ça. C'était vrai en 2009. Le problème, c'était juste vrai en 2009. Tu me mets dans le trou, j'avais dit que c'était vrai en 2010-2011. Ah, c'est vrai, il était là. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux continuer? Mais c'est pas à toi que je pense ça. Il reste 2 minutes. Non, mais en fait, oui, moi aussi. Mais en fait, c'est vrai, en 2009, on avait relativement bien résisté, pas vraiment mieux que les autres, mais pas pire que les autres. Le problème, c'est que les années d'avant, on n'a pas... eux, ils avaient connu une croissance quand même importante, pas moins que nous, et les années d'après, même chose. Donc, des fois, il faut faire attention là, de ne pas sortir des données en dehors de leur contexte, puis isoler une année ou une période qui fait notre affaire et de là tirer des conclusions. D'où, moi, les analyses que j'essaie de faire, c'est toujours sur des périodes les plus longues possibles. Je pense que ça, c'est une chose qui... C'est une pratique qu'il faut adopter le plus possible, pas sélectionner des périodes qui font notre affaire. Puis, Clément, t'inquiète pas, il n'y a pas juste les politiciens qui font ça. Il y a quelques économistes aussi qui ont tendance à sélectionner des périodes qui font leur affaire. Alors, conséquence, dans les 2 minutes qui restent, évidemment, donc, on voit bien là, que puis le reste du panel va nous parler maintenant comment stimuler la croissance de cette fameuse productivité du travail. Mais les conséquences, bien, il y a des conséquences pour nos gouvernements. Au Québec, au Canada, les gouvernements sont importants, donc ce sont aussi ils sont assoiffés de moyens financiers pour livrer les services publics. Notre pauvreté relative, notre situation relative en termes de revenus, qui n'est pas très favorable, a des conséquences pour nos gouvernements. Regardez, le poids des dépenses publiques dans le PIB en 2013, cette fois-ci, quand même assez élevé au Québec, dans l'ensemble des pays, là, qui est le même que tantôt, quand même parmi un des plus élevés. Ça, ce sont les dépenses en pourcentage du PIB. Mais rappelez-vous, le PIB est plus faible. Alors, quand on regarde, là, il y a un problème avec la couleur. Le bleu devrait être beaucoup plus bas, là où est le Québec, là. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est certainement pas de ma faute. Tu prendras le rouge là. Donc, voyez-vous, quand on regarde en termes de dépenses par habitant, là, en termes de PIB, on est quand même bien situé dans le classement, donc un secteur public important, mais en termes de dépenses par habitant, on diminue dans le classement. Bien sûr, on est relativement moins riche. Donc, à mon avis, ça crée des problèmes parce que le gouvernement, utiliser les dépenses publiques par PIB, c'est un peu notre capacité de payer, les moyens qu'on a à notre disposition, c'est notre contrainte budgétaire. Puis on voit bien qu'on consomme, on est proche de notre limite, donc on consomme une bonne partie, on dépense une bonne partie de notre contrainte budgétaire, entre guillemets. Mais quand on regarde en fonction des moyens, puis c'est très de base cette analyse-là, mais quand on regarde en fonction des besoins, puis là, les besoins sont exprimés par une population, donc c'est pour ça que quand on regarde les dépenses par habitant, là, les dépenses par habitant, on diminue dans le classement, okay? On baisse. Donc, on est moins riche, donc on consomme une grosse partie de notre richesse pour nos services publics, mais ça ne nous donne pas pour autant nécessairement plus de services publics, parce que quand on regarde les dépenses par habitant, on se classe pas si mal, mais on se classe pas mal moins bien que par rapport au PIB. Et je ne voulais pas en parler aujourd'hui, mais je vais le faire quand même, mais dans une publication récente qu'on a fait cet hiver, on a attaqué, on a regardé beaucoup le secteur de l'éducation, et c'est particulièrement vrai en éducation. Quand vous regardez les dépenses en éducation, puis vous regardez par rapport au PIB, les dépenses en éducation au Québec par rapport au PIB, vous dites, c'est pas si mal, on se compare, on a un effort qui est comparable à plein d'autres pays. Ensuite de ça, quand vous allez voir les dépenses en éducation par habitant de moins de 30 ans, oui, j'ai presque fini, par habitant de moins de 30 ans, c'est là que sont les besoins en éducation, boum, ça tombe. Okay? Donc,
On dépense beaucoup en proportion de nos revenus parce que nos revenus sont faibles. Pas parce qu'on dépense beaucoup, point. Okay? Mais on dépense beaucoup parce que on semble dépenser beaucoup parce que nos revenus sont faibles. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'on réussit, particulièrement en éducation, à combler les besoins. Donc, suffit le gouvernement, il nous reste 30 secondes. On peut aussi parler de vous et moi, donc des individus, les revenus disponibles, hein, qu'est-ce qui reste dans les poches des citoyens. Donc, on part d'un PIB à 45 000, il en reste à peu près 26 000 dans les poches des citoyens une fois qu'ils ont payé, ils sont acquittés de leurs impôts et taxes. Et là, vous voyez bien qu'on est nettement aussi dans le bas du tableau, malheureusement. Donc, il faut s'attaquer à ce problème de croissance de la productivité. On le sait, on le répète, puis Alain me faisait la remarque tantôt, peut-être que les économistes ont atteint leur limite, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi faire. Là. Ça prend d'autres membres pour nous aider là-dedans, parce que semblerait qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Voilà. Merci. J'espère que ça mène bien la table. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Tu as vraiment mis la table pour le prochain conférencier, un grand ami de l'ASDEC, notre ami Claude Séguin, qui est vice-président principal, comme vous savez, et du développement de l'entreprise planification investissement stratégique, c'est CGI. On connaît bien Claude également, que j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup plus étroitement avec lui lorsque on a fait le congrès ensemble en 2008-2009, quand j'étais président de l'association, donc avec Marcel Côté, tout le développement de la métropole. Claude, qui a été sous-ministre des Finances à Québec également, c'est un grand philanthrope aussi, j'aimerais le souligner. Donc, la table a été mise par Robert. C'est quoi maintenant qu'on devrait faire pour stimuler la productivité? S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour accueillir Claude Séguin. Alors, bonjour à tout le monde. Merci de cette gentille introduction. Alors, comme le disait Clément, Robert a mis la table, donc notre performance au niveau du PIB, c'est pas si bon que ça. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est ça qui nous aide à payer nos factures. Donc, c'est ça qui nous aide à acheter nos maisons, à acheter nos autos, à payer nos services publics. Alors, donc, c'est relativement important. Puis, il y a des gens qui contestent que le PIB, c'est la bonne mesure. Mais les études économiques qui ont pu se faire là-dessus, généralement démontrent que c'est assez corrélé au bonheur et assez corrélé à l'avancement des sociétés. Donc, on peut se permettre des systèmes d'éducation, des systèmes de santé ou de services sociaux parce qu'on a une richesse collective là, qui nous permet de le faire. John Kenneth Galbraith écrivait « La richesse n'est pas sans avoir ses avantages. » Et les nombreuses tentatives de prouver le contraire ne se sont jamais révélées bien convaincantes. Alors, voilà pourquoi c'est important. Robert a bien spécifié la problématique. Ça fait longtemps qu'on est plus bas qu'ailleurs, puis ça ne va pas nécessairement s'améliorer. Alors, pourtant, dans le fond, depuis 30 ans au Québec comme au Canada, on a fait apparemment des progrès très significatifs sur toutes les composantes dans le livre économique, sur les apparemment nécessaires à l'accroissement de la prospérité. D'abord, une meilleure hygiène fiscale. On peut comparer ça à l'hygiène publique. On sait tous que, dans le fond, un des grands vecteurs de l'amélioration de la santé dans les populations mondiales, dans le fond, c'est d'avoir un réseau d'aqueducs, un réseau d'égouts, de ramasser les vidanges, de vacciner les enfants, et donc, qui ont permis à la santé des gens de faire des progrès immenses. Il y a un peu l'équivalent au niveau des politiques fiscales. On a vu, par exemple, l'impôt sur le revenu des particuliers au Québec. Peut-être peu de monde se souviennent du taux marginal maximum d'imposition au Québec en 1979. C'était à 68 %. C'était au-delà de 80 % en Angleterre. C'était au-delà de 90 % en Scandinavie. Tous ces pays-là ont vu la lumière et dans le fond, on n'en laissait pas assez dans les mains des gens qui travaillaient. Et on baissait de façon considérable les taux d'imposition, disons, à travers le monde. Notre écart avec l'Ontario au niveau des taux marginaux maximum est à peu près 2 %.
Est-ce qu'il devrait être en bas de l'Ontario pour être vraiment compétitif? Mais c'est plus lourd, mais c'est pas extraordinairement démesuré. Deuxième mesure structurante au niveau de la fiscalité, c'était d'introduire la taxe à valeur ajoutée. Michael Seibert a fait allusion tantôt, disons, l'introduction puis l'harmonisation du Québec à la TPS a fait en sorte qu'on a détaxé la production, alors qui donc permettait aux gens de vendre leurs affaires avec un moins grand coût fiscal incorporé dans le prix, dans le coût des produits, donc d'être plus efficace à l'exportation. Et de transférer un peu le fardeau vers la consommation. Et comme le dit souvent Jack Mills, essentiellement, disons, c'était de diminuer la taxation du capital et de la production. Donc ça fait 25 ans que ça marche comme ça au Québec. Pendant longtemps, c'était un avantage comparatif du Québec, là, jusqu'à temps que les autres provinces comprennent l'affaire et décident de commencer à s'harmoniser. On a éliminé des irritants dans la taxation. Peut-être que vous vous souvenez qu'on avait déjà eu des droits successoraux. Alors, il n'y en a plus. On avait la taxe capital, ça fait moins longtemps qu'on l'a à peu près aboli. On a augmenté et généralisé la tarification des services publics. On a généralement au Canada baissé les impôts corporatifs, mais au Québec un peu moins. On a un peu oublié au Québec que la contrepartie d'avoir une taxe sur la masse salariale plus élevée qu'ailleurs, c'est d'avoir des taux d'impôt corporatifs plus bas qu'ailleurs. Là, on a des taux d'impôt corporatifs, ça va être la même chose, mais on a gardé la taxe sur la masse salariale. Alors, petit inconvénient. On a signé des accords de libre-échange. On a mis de l'ordre dans nos déficits budgétaires. Bref, toutes ces mesures-là, dans le livre économique, devraient permettre d'augmenter la compétitivité fiscale et augmenter le potentiel de croissance de l'économie du Québec comme du Canada et par extension la prospérité des Québécois. Peut-être qu'on n'a pas été assez loin, peut-être qu'on aurait dû avoir un peu comme dans les commerces de détail, avoir des prix en bas des autres, mais il y a quand même eu des progrès importants. Puis on voit que la croissance économique est restée relativement anémique et les écarts de prospérité avec nos voisins, sans aller jusqu'à tous les pays de l'OCDE, ont eu tendance à plutôt s'accentuer plutôt que... Alors, peut-être que là, on a fait plein de mesures génériques, peut-être que le temps est venu de faire des mesures un peu plus ciblées. C'est clair, comme le dit Michael Seibert, que l'avenir économique du Québec passe par l'international, passe par l'exportation, puis pour être un vibrant exportateur, il faut être compétitif, il faut être innovant, et donc, il faut avoir de l'ambition. Mais regardons un peu plus près, et donc, il faut avoir de la productivité. Regardons un peu, il dit, qu'est-ce qui... Quand on regarde le Canada, le Québec est comme 10 000 $ par habitant en bas du restant du Canada. On est comme plus que 20 000 $, 20 000 $ en bas de PIB par habitant aux États-Unis. Alors, on explique ça comment? Il vient d'où cet écart-là? Je suis d'accord avec Robert, pas vraiment de la main-d'œuvre. Okay, là, nos taux de pourcentage de population en âge de travailler, les taux de participation, disons, au marché du travail se sont rétablis passablement, merci aux femmes, alors qui, depuis 15 ans au Québec, ont permis un rajustement des taux de participation à peu près à la moyenne canadienne. Le chômage est de temps à autre un peu supérieur à la moyenne canadienne, mais pas mal moins supérieur qu'avant. Alors, donc, il y a pas, ça ne vient pas de là. Les heures travaillées sont plus problématiques, on l'a mentionné tantôt, là, c'est entre 2 000 et 3 000 $ par habitant, là, dépendant des années. On dit souvent, ah ben ça c'est les préférences, les Québécois aiment mieux des loisirs. Pas nécessairement. Et il y a une partie qui est structurelle, qui est organisationnelle. Quand on regarde un peu, il y a quelques années, avec Benoît Dostie, on avait comparé Québec et l'Ontario sur les heures travaillées. Au Québec, on a un plus gros secteur public qu'ailleurs. On l'a vu tantôt. Et peut-être que vous seriez surpris d'apprendre, c'est pas parce que les gens du secteur public sont moins travaillants, c'est juste la structure des heures de travail. À fond, un employé du secteur public québécois travaille 7 semaines de moins qu'un employé du secteur privé québécois. On est plus syndiqué qu'ailleurs. Alors, un employé syndiqué québécois travaille 5 semaines de moins qu'un employé non syndiqué québécois. On est plus réglementé qu'ailleurs. Puis l'exemple type, c'est la construction. Hein? Décret uniforme, tout le monde est sur la même base, tout le monde part en vacances en été. Et donc, un travailleur de la construction québécois travaille 3 semaines et demie moins qu'un travailleur de la construction ontarien.
les mauvaises langues vont dire « oui, mais ils travaillent ailleurs » pendant ce temps-là, pendant qu'ils ne sont pas à leur job, mais les statistiques sont là. Alors, quand on regarde, donc là, on l'a vu tantôt, c'est une partie importante de l'explication du PIB par habitant inférieur. On regarde, quand on regarde sur les facteurs de productivité, est-ce que c'est notre mix industriel? On est-tu dans les mauvaises business? Les mauvaises industries. Nos industries industries égales sont-elles efficaces? Est-ce qu'on a un déficit d'éducation? Est-ce qu'on a un déficit d'investissement? Je vais, compte tenu du temps, m'adresser à deux éléments, à l'éducation et un qui est moins évident à l'urbanisation, puis aux villes, comme facteur explicatif. La seule chose que je peux dire, c'est le mix industriel, on n'est pas payé. On n'a pas vraiment un gros problème de mix d'industrie et de secteur économique. On a juste un problème de paye. Quand à secteur économique égal, les Québécois gagnent pas mal moins cher qu'ailleurs. Plusieurs vont dire que c'est une bonne idée, c'est une bonne affaire, on est compétitif, mais quand on cherche à augmenter la prospérité, c'est une mauvaise idée. Alors, donc, on est moins riche par rapport à une industrie équivalente. L'éducation. Ça, c'est un beau secteur où on peut faire un coup double. On peut à la fois augmenter le potentiel de revenus, plus on a un niveau d'éducation, et c'est connu, mais on peut aussi à la fois diminuer les inégalités, parce qu'on dit souvent que là, dans le fond, la concentration du capital, disons, exacerbe l'inégalité de revenus, mais il y a la concentration du savoir. Okay? Les professionnels, les gens instruits, se marient entre eux. Et dans le fond, avant un docteur, ça mariait une infirmière. Aujourd'hui, un docteur, ça marie un docteur. Alors, donc, je caricature, mais donc, il y a vraiment une concentration au niveau du savoir qui fait que les revenus se détachent entre les catégories de la population. Le diagnostic au Québec, c'est qu'on a moins de diplômés universitaires qu'ailleurs au Canada ou qu'aux États-Unis. Nos taux de fréquentation universitaire sont à la hausse, mais pas suffisamment pour réprimer cet écart-là. Puis on a moins de monde qui finit sa secondaire, donc on a un plus grand pourcentage de main-d'œuvre qui n'a pas fini le secondaire. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait des pauvres longtemps, là, puis ça limite le potentiel de revenus des gens. On parle beaucoup du décrochage scolaire, ou plus politiquement correct que la persistance scolaire. C'est un phénomène qu'on a souvent parlé au Québec. Okay? La question qu'il faut retenir, c'est pas universel dans le territoire québécois, c'est dans les poches de pauvreté, dans les secteurs urbains, dans certains secteurs régionaux. Et donc, dans certains quartiers de Montréal, le décrochage, c'est 35% des étudiants. Les enfants d'un quartier défavorisé arrivent à la maternelle à 5 ans, 2 ans de retard. Ils n'ont jamais vu un livre de leur vie, ils ont un milieu familial épouvantable, etc. Alors, les solutions ne sont pas nécessairement universelles. On a fait référence récemment, disons, au 4-18. C'est une bonne idée, mais on n'a pas besoin d'envoyer le monde de West Island, de Montréal, à la maternelle à 4 ans. Ils sont capables d'arriver à 5 ans en bonne shape. Là. C'est les gens dans les milieux moins favorisés qui est important de s'occuper. Je dis souvent que la lutte au décrochage scolaire, ça commence à la grossesse. Et on veut, dans les milieux défavorisés, on va avoir un bébé en santé, il faut aider la mère qui est souvent monoparentale, il faut stimuler le bébé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe autour de lui dans la maison. À l'école, il faut les faire manger. Hein? On les fait déjeuner le matin, on les fait dîner le midi, parce qu'autrement, ils n'ont pas vraiment été alimentés. Je dis toujours, il ne faut jamais les retourner à la maison, les devoirs pas faits, parce qu'ils ne se feront jamais. Alors donc ça prend des services complémentaires et spécialisés autour de l'enfant, notamment dans les milieux moins favorisés, pour leur permettre de ne pas décrocher. C'est, à mon sens, fondamental. Ça devrait être une priorité nationale parce qu'il n'y a pas d'usine qui va remplacer un diplôme. C'est pas en attirant 3 usines qu'on va remplacer le manque d'éducation des gens. Alors, vous dites peut-être que ça vaut combien, ça? Je veux dire, 1 500 $ par habitant de déficit au niveau de notre, notre niveau d'éducation au Québec par rapport au reste du Canada, multiplié par 8 millions d'habitants, ça fait 12 milliards si mes calculs sont justes. Alors, c'est beaucoup d'argent. Je passe sur le mix industriel. Je vais vous parler des villes. On a
Clément a fait référence, on a déjà fait un grand congrès sur la métropole, puis les grandes villes locomotives de développement économique. C'est pas quelque chose qui nous distingue du restant du Canada, mais qui nous distingue des États-Unis. Un des éléments qui explique l'écart de 20 000 avec les États-Unis, c'est que, dans le fond, ils sont plus urbanisés que le Canada, plus urbanisés que le Québec. C'est quoi les grandes villes? C'est la densité, les interactions entre les gens, la proximité des gens, les échanges, les interconnexions avec l'extérieur, le brassage d'idées, la présence d'infrastructures élaborées de services aux entreprises, de spécialistes, le bouillonnement culturel qui fait qu'on veut demeurer en ville ou s'y rendre, la présence d'un bloc universitaire important, des sièges sociaux de grandes sociétés. C'est là qu'on trouve la plus grande valeur ajoutée, puis dans le fond, les plus grands indices. Si on est capable de mieux faire vivre nos villes, il va y avoir plus de prospérité. Or, au Québec, on considère les villes, même les plus grandes, un peu comme des bourgades. Tout juste adéquates pour fournir des services de base, les aqueducs, les vidanges, les trottoirs. Puis encore, après avoir écouté la commission, Charbonneau, on peut avoir quelques doutes. Puis, en fait, il ne faut pas se compter de peur. Il y a 2 grandes villes au Québec, le Québec et Montréal. Puis, il y a une métropole de Montréal, 4 millions d'habitants. Dans l'agglomération, 50 de la population du Québec, 50 du PIB. En fait, on devrait avoir 60 du PIB à Montréal si la métropole fonctionnait correctement, ce qui est le cas de toutes les autres métropoles sur la planète. Et donc, on pense souvent qu'est-ce qui va aux villes et au dépend des régions, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Pour le gouvernement du Québec, l'agglomération de Montréal, c'est pas Montréal, une RMR de 4 millions, c'est 5 régions administratives. Alors, toutes les planifications des ministères sont faites en 5 régions. Donc, Chambly, Rosemère, Laval, Longueuil, Montréal dans le milieu. Alors donc, on voit que c'est un marché du travail, c'est un marché tout interconnecté, c'est pour ça qu'on appelle ça un RMR en statistique. Alors donc, on n'a même pas de statistiques, disons, il faut les fabriquer pour avoir une idée de ce que l'air, disons, un paquet de facteurs, les métriques de la métropole. On a déjà dénombré les nombreuses lacunes de nos grandes infrastructures, transports, pas seulement collectifs. Une ville congestionnée, ça n'attire pas grand monde, mais aussi les universités qui sont un peu, depuis quelques années, en mode survie. Puis il n'y a pas vraiment de planification en bloc pour l'agglomération. Mais surtout, on se prive du dynamisme des autorités locales pour rendre nos grandes villes plus attrayantes, plus efficaces, plus dynamiques. Parce que les autorités locales contrôlent le spatial. Alors, si vous n'êtes pas en phase avec ces gens-là, vous pouvez avoir les meilleures idées au monde, mais ça ne se construit pas. Donc, il est important d'avoir une stratégie de métropole pour redonner le dynamisme à notre métropole et en s'associant avec les autorités locales pour planifier les grands investissements d'infrastructures, tant les routes que les transports collectifs, les grandes institutions éducatives, la recherche, etc. Mais aussi s'associer, s'occuper de concert avec des problèmes de pauvreté qui sont surtout en ville, l'accueil des immigrants, le développement économique. Bref, et même, si on y pense un peu, c'est utiliser le moteur des universités comme, ou la concentration universitaire comme moteur de développement économique. Donc, 2 avenues l'éducation fondamentale et deuxièmement, disons, mieux utiliser le levier des villes pour permettre, disons, l'éclosion, disons, d'une plus grande prospérité et d'une société qui exporte. Bref, si la métropole fonctionne, le Québec va fonctionner. Et je pense que si on réussissait le grand virage d'éducation et d'avoir une métropole efficace et, en guillemets, vibrante, on ferait un grand pas vers la prospérité. Merci. Merci beaucoup, Claude. Très intéressant et éclairant, comme toujours. Et là, notre 3e conférencier, c'est Robert qui va être content, une personne qui a fait sa carrière dans le milieu du journalisme. Donc, notre grand ami économiste Alain Dubuc, qui a été, vous savez, éditorialiste à la presse, était également président éditeur au niveau du Soleil, un grand écrivain également. Récemment, il a même lancé le livre, ton titre c'est Maudit hiver, quelque chose genre, mais c'est pas pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, c'est pas pour ce livre-là, même s'il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Il y a beaucoup, mais Alain, c'est une personne qui m'a marqué aussi, dans le sens que je me souviens, en 2006, quand tu as lancé ton livre Éloge de la richesse,
ça déclenché aussi les lucides, puis les solidaires, etc. Puis là, je vais faire mon petit coming out, là. Après que j'ai lu ton livre, je me suis dit, je suis bien dans le secteur privé, c'est sûr, j'étais à Banque nationale à ce moment-là, puis tout ça. Et je me suis dit, il va falloir faut qu'on mette l'épaule à la roue. Puis si un jour je dois être interpellé, puis tout ça, ben moi aussi, je vais faire mon service public. Il y en a qui font du service militaire, j'ai fait mon service public, mais je peux dire que c'est ton livre, quand je l'ai lu, L'âge de richesse, qui m'a influencé qu'un jour, que si on me demande d'aller mettre l'épaule à la roue, ne serait-ce que temporairement, je vais y aller. Donc là-dessus, aidez-moi à accueillir Alain Dubé. Merci de cette introduction-là, Clément, ça me touche, mais je ne sais pas si je devrais m'excuser d'avoir été en partie responsable de carrière politique. Ma femme n'accepte plus que j'évoque ton nom chez nous. Ah bon, ça. J'ai fait quelque chose, d'habitude, quand on a des présentations comme ça, les organisateurs posent une question, il faut lancer le débat, et puis j'essaie toujours d'essayer de répondre à la question de façon littérale. Là, c'est quoi? C'est la question à la recherche de nouveaux moteurs de croissance. Alors bien comme ça, puis là, je me suis dit, est-ce qu'on a besoin de nouveaux moteurs? On n'en a-tu pas déjà assez? Et est-ce que le problème, c'est pas qu'on n'a pas de nouveaux moteurs, mais que ceux qu'on a déjà fonctionnent mal, ou qu'on s'en sert, ou qu'on ne les utilise pas au plein potentiel, et que ça m'a amené, cette réflexion à la question, c'est, avec tous les moteurs qu'on a, avec toutes les énergies qu'on a déployées, comment ça se fait qu'on n'arrive pas au Québec à avoir un taux de croissance honorable et une augmentation du niveau de vie comme on en voudrait? Et en fait, c'est une question que je me pose depuis 20 ans. Je l'ai fait comme chroniqueur de toutes sortes de façons. Puis, quand j'étais plus jeune journaliste, probablement plus agressif, je le faisais beaucoup en critiquant le modèle québécois, qui méritait d'être critiqué à bien des égards. Mais j'ai découvert qu'il y a quelque chose d'inutilement polarisant quand on fait juste à dénoncer des choses auxquelles les gens sont attachés. On fait juste les braquer pour rien. Et c'est ça qui m'avait amené. J'ai publié L'âge de la richesse, c'était 10 ans, mais en fait, je l'ai écrit il y a 12 ans. Et L'âge de la richesse, c'était de trouver une façon différente de dire la même chose, qui n'était pas en braquant les gens, mais en démontrant qu'il y avait un problème, c'est-à-dire l'écart de niveau de vie, les problèmes de productivité, mais que ça prenait une solution qui nous menait à un gain, à un progrès qui était celui d'augmentation du niveau de vie, plus d'argent dans nos poches, plus de succès, plus de ressources. Et c'était à la même époque qu'il y avait les Lucides qui ont sorti leur manifeste, qui avait une démarche très différente avec laquelle je n'étais pas à l'aise, qui était de dire il faut serrer la ceinture, il faut remettre en cause des choses, mais qui offrait rien pour dire aux gens que ces efforts-là mèneraient quelque chose qui serait un gain. C'était ce que j'avais un peu de mal comme... et donc, je trouvais que la création de richesse, comme thème, à l'époque, c'était... il y avait un élément de risque quand on parlait de ça. Je me souviens que Robert Lacroix m'avait dit à l'époque, Alain, fais pas un titre comme ça, tu vas te faire massacrer. Puis finalement, le timing était bon, le monde changeait. Les politiciens ont repris, puis j'ai contribué à ça, comme d'autres. Le mot richesse devenait... acceptable, avait perdu son côté sulfureux. Tous les politiciens en parlaient de tous les côtés, y compris à l'époque Mme Marois, qui n'était pas à droite, mais qui reprenait cet objectif de création de richesse. C'est assez pour qu'on puisse dire à l'époque, on va l'avoir. Après tous ces efforts-là, il y avait une espèce de fenêtre d'opportunité qui permettait de croire qu'il y aurait un changement. Le changement n'a pas eu lieu, mais Robert a fait une démonstration. C'est pas mieux qu'avant, à certains égards, c'est pire. Il y a les chiffres, puis il y a aussi tout ce qui nous attend par-dessus, c'est-à-dire des pressions démographiques, des problèmes de finances publiques qui ne sont pas résolus, donc il y a toujours cette menace d'explosion des finances publiques. Il y a aussi un degré de concurrence internationale qui est plus grand. Et donc, notre capacité, si rien n'est fait, de rattraper nos retards est moins évidente maintenant qu'elle l'était il y a 5 ou 10 ans. Ça, c'est le tableau. Et donc, appelons ça un statu quo empiré. C'est que, au lieu de faire des progrès, on a fait du surplace et le rattrapage souhaitable va être encore plus difficile dans les années à venir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut répéter. Même si ça, c'est de faire la même chose, le même thème, actualiser nos chiffres, parce que il y a quand même
un courant qu'on peut qualifier de négationniste, qui n'est pas d'accord avec ces approches-là ou qui va avoir tendance à les minimiser en disant c'est pas si mal, mais regardez, on a fait un peu de progrès par rapport à l'Ontario. Et évidemment, c'est essentiellement dû au fait que le choc de la récession était moins important au Québec. C'est comme on peut gagner un tournoi de Wimbledon parce que son adversaire s'est fait fouler une cheville, mais c'est pas une technique de victoire qui est très durable. Les efforts des autres, quand nos succès ne sont pas un reflet de nos succès et de nos talents, mais des problèmes des autres, évidemment, il y a des limites. Et il y a toujours ce débat en disant, oui, mais regardez les écarts PIB, ça ne marche pas tout à fait, parce que le pouvoir d'achat, il faut tenir compte du pouvoir d'achat. Robert, tu sais, cette critique revient tout le temps. Ou encore, il faut tenir compte d'autres avantages, et que ça ne reflète pas la situation réelle de la qualité de vie des gens. Et je pense qu'il y a un élément sémantique, puis c'est pas juste seulement en français. Le terme niveau de vie pour décrire le PIB per capita est malheureux. En ce sens que c'est une mesure très utile, mais qui n'intègre pas, qui est trop brute pour décrire la qualité de vie. Mais si on se dit que c'est une mesure de performance économique, à ce moment-là, on enlève tout ce débat-là. Et que les écarts qu'on a, on peut bien dire, on peut parler de garderie, tout ce qu'on veut, si le PIB per capita est de 20, 30, 40% inférieur à celui de sociétés auxquelles on se compare, ça veut dire que notre firepower économique, notre performance est de 20, 30, 40% inférieure. Ça, c'est factuel. Puis à ce moment-là, et ça nous dit quelque chose, c'est qu'indépendamment des conditions de vie de chacun, il y a de l'argent qui n'est pas là et qui devrait être là. Et donc, mais tout ça dit, et ça me ramène à ma question initiale, c'est que on a bien analysé les retards, on les mesure. On connaît assez bien les causes. On sait qu'il y a un écart une croissance insuffisante de la productivité. Puis on creuse derrière, il y a tous les déterminants de la productivité où on n'a pas fait tout ce qu'on devait, notamment l'éducation. On a un taux d'investissement, un niveau d'investissement qui est insuffisant, et ainsi de suite. On a d'innovation dans certains cas. On sait ça. On sait que c'est important de le faire. Et puis on ne le fait pas. Et puis Dieu sait qu'on a essayé, c'est ça. On en a tous parlé à chacun de notre façon. Le nombre de rapports, de commissions, de politiques, combien d'économistes membres de l'ASDEC ont été sollicités, soit comme politiciens, soit comme chercheurs. On a eu récemment une commission sur la fiscalité, une autre sur la commission permanente de révision des dépenses. Donc, on en a fait du travail. On sait aussi que, et ça c'est toujours étrange, que sur le papier, quand on regarde, quels sont les facteurs qui peuvent être porteurs de succès dans une société, le Québec score pas mal. On a pas mal de tout. On se classe bien. Et on regarde tout ça et ça décolle toujours pas. Comment ça se fait qu'il y a cette masse de connaissances? Des efforts souvent extrêmement qui semblaient fructueux ou intéressants en tout cas. Notre capacité d'analyse, des atouts naturels qu'on peut avoir et que ça ne se traduit pas au niveau de vie. C'est que quand je me pose cette question-là, j'en arrive à me dire qu'il y a peut-être un stade où la science économique a ses limites. Et que la contribution des économistes, aussi utile soit-elle, ne suffit plus et que les solutions vont passer par autre chose que par l'économie. Et dans mon cas, ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de blocages qui fait que tous nos efforts, toutes nos bonnes idées, tous nos talents, tous nos atouts ne se traduisent pas en richesse. Dans le livre qui est publié cette semaine, qui a été fait par des économistes membres de la SDEC, qui va être distribué ici, si j'ai bien compris, qui s'appelle « Maximiser le potentiel économique du Québec ». On parle de chimie. La chimie n'est pas là. On bascule non pas dans les faits économiques, mais dans des éléments qui échappent au champ d'expertise de la science. Et donc, moi, je pense qu'on bascule à ce moment-là dans l'anthropologie, la sociologie, puis la politique. Puis il faut essayer de voir. Et c'est ce que je vois derrière tous ces problèmes-là, c'est que
On sait qu'il y avait des facteurs qui pouvaient expliquer les retards du Québec, qui sont liés à notre histoire, au fait qu'on ne s'est pas approprié l'économie pendant de très longues périodes, que notre façon de se moderniser à travers la Révolution tranquille reposait sur l'État, ce qui a amené des effets pervers. On a des institutions lourdes, on peut tout dire ça, mais la Révolution tranquille, il y a plus d'un demi-siècle. En général, les sociétés réussissent à surmonter le poids du passé. Et nous, ça fait 55 ans qu'on a eu la Révolution tranquille, puis on est encore pogné avec ça. Puis je regarde des pays qui étaient bien plus mal pris que nous, qui, dans cette période-là, ont réussi à s'affranchir de ce qui les ralentissait. C'est de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, même si certains de ces pays-là ont des difficultés en ce moment, ils ont fait des pas de géants. Et nous, on est encore pris avec cette espèce de boulet-là. Et si je sais les définir, ce que je dirais, c'est qu'il y a encore au Québec, donc de tous les facteurs, on pourrait bien dire, c'est trop de syndicats, le poids de l'État est trop grand, mais je pense que quelque chose de plus profond que ça, c'est qu'il n'est pas possible au Québec, enfin il n'a pas été possible depuis très longtemps, de créer un consensus sur un projet de développement économique, de mobiliser sur un projet qui ferait du développement et qui, par conséquence, permettrait plus de croissance et une élévation du niveau de vie. Il y a, et ça a un effet, cette espèce d'absence d'adhésion à un projet collectif de nature économique, mais ça affecte le débat public, les comportements des gens, ça affecte aussi les attitudes des gouvernements qui sont pris avec ces difficultés à trouver des consensus. Et pourquoi ça? Moi, on va revenir à nos cours d'économie, la courbe de Phillips, où on parlait du choix entre des politiques de lutte contre l'inflation et puis les politiques de lutte contre le chômage, puis qu'on était incapable de faire les deux en même temps. Dans le cas du Québec, on s'est bâti implicitement une espèce de courbe de Phillips qui met en opposition le progrès économique et le progrès social. Et que profondément, chez un grand nombre de gens, le progrès économique mène à une menace au progrès social. Et que les deux sont antinomiques, sont incompatibles. Et donc, on n'arrive jamais à ramener sur un terrain commun des gens qui sont plus préoccupés par l'un ou par l'autre de ces pôles-là. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît profond et qui revient systématiquement dans tous les débats de nature économique. Puis évidemment, on sort de l'économie un petit peu quand on arrive là, et on se demande comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour briser ça, et pour retrouver une espèce de magie dans des projets communs qu'on a eu il y a très longtemps, par exemple, avec la Baie James et la Manic, mais qu'on n'a plus jamais retrouvé. Et d'après moi, il y a un premier élément qui est fondamental, c'est que toute grande politique gouvernementale devrait être capable de faire face à ce problème-là et donc de trouver différentes façons de démontrer ce qui paraît évident à un certain nombre de gens qu'il n'y a pas d'opposition. Et qu'on est dans des périodes, ça n'a pas été toujours ça dans l'histoire du capitalisme, mais on est dans une période et dans une société avancée où le progrès social et le progrès économique connaissent une convergence. Parce que sans progrès social, il y a un poids sur l'économie qui est celui de la fracture sociale et des tensions que cela provoque, sur l'insuffisance d'un bassin de main-d'œuvre avec les talents et les compétences dont on a besoin pour la croissance, les coûts associés à ces retards-là, et de l'autre côté, que la croissance économique est à peu près le seul moyen qu'on peut imaginer pour disposer des ressources qui vont nous permettre de développer des politiques sociales. Donc, il y a en principe un intérêt commun qui devrait nous permettre de travailler. Et donc, il faut trouver des projets, des façons de faire qui mettent en relief cette complémentarité-là. Le deuxième élément qui est plus difficile, mais c'est que pour que ça soit possible, c'est d'arriver à une cohérence dans les démarches gouvernementales. Et je ne parle pas d'une stratégie économique, on en a déjà eu des catalogues. Et plus c'est épais, plus ça a l'air d'être prometteur, on a des objectifs, des sous-objectifs, et que c'est pas en ce sens-là que je parle de projet économique, mais qui est un gouvernement soit capable d'énoncer clairement une vision de ce
de sa façon de voir le développement économique et comment il concilier avec le développement social. Et que bien sûr, il y a un certain nombre d'interventions plus ponctuelles qui sont nécessaires sur le numérique, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, et ainsi de suite, mais que si elles ne sont pas intégrées dans un tout intelligible, on n'arrive pas à comprendre où vont nos gouvernements. Et bien sûr, ces gouvernements, un après l'autre, on les regarde, ont été bombardés par les pressions, par les tensions, par les débats, et donc on perd le fil. Et ça, cette idée d'avoir une espèce de principe directeur qui nous permettrait de voir où on va, aiderait aussi à désamorcer les craintes puis les types de tensions qu'on a quand on fait du développement social. Et le troisième économique, le troisième élément, selon moi, c'est que ça prend quand même des grands projets. C'est ces grands projets qui créent une espèce d'élan et qui peuvent créer un consensus, des éléments de fierté. Et il faut aussi trouver, par exemple, des grands projets qui ne sont pas totalement artificiels, qui ne sont pas mécaniques, qui ne nous mettent pas aussi dans le trou comme on avait déjà eu. Et quand je réfléchissais, on dit qu'est-ce qui peut nous mobiliser? Bien là, on arrive, c'est là que nous aussi, on va converger, que l'éducation est certainement... Donc, avec les arguments que j'ai donnés, qui ne sont pas ceux de Claude, on arrive à la même chose, c'est-à-dire pourquoi l'éducation? Parce que c'est à peu près, c'est le cas type d'une politique qui est à la fois une politique économique et une politique sociale. Et donc qui joue le double rôle. C'est une politique qui a des effets tangibles, mesurables sur le taux de croissance et le potentiel d'augmenter le niveau de vie, pour les raisons que Claude a évoquées tout à l'heure. C'est aussi un type de politique qui comporte un élément identitaire. L'éducation, c'est aussi un reflet de nous-mêmes, il y a une dimension linguistique, il y a le français, il y a la langue, et pour essayer d'être capable de mobiliser, il faut qu'il y ait un peu d'âme là-dedans. C'est aussi un prolongement de la Révolution tranquille, parce que la Révolution tranquille a en grande partie reposé sur l'éducation, donc on s'est inscrit ça dans une tradition plutôt que d'envoyer un message de rupture. Et puis aussi, c'est un avantage, c'est que notre système d'éducation n'est pas mauvais et excellent à plusieurs égards, et donc les objectifs ambitieux qu'on pourrait se donner peuvent être couronnés de succès, ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que les échecs sont rarement mobilisateurs, mais c'est un cas où on peut le faire, et il y a un seul obstacle à ça. Et c'est l'absence d'intérêt des Québécois pour l'éducation, le fait que dans notre vie quotidienne, on n'en a pas fait une priorité. Et ça explique que le sous-financement universitaire et le décrochage ne seraient pas ce qu'ils sont s'il n'y avait pas autant d'indifférence envers les questions d'éducation et par voie de conséquence, une relative indifférence des politiciens qui en ont à peu près jamais fait une priorité. Et l'autre type de projet, qui est de d'autres nature, mais qui répond encore là aux mêmes questions que je voyais, c'était encore urbain. La rencontre, mais je prenais le cas du train léger, ce rail que la Caisse de dépôt va développer. C'est le cas type du projet mobilisateur, pas seulement parce qu'il y a des milliards, il y en a, mais parce que ça redéfinit la vie urbaine, et c'est associé à l'environnement et à la qualité de vie. Donc, les dimensions sociales se retrouvent dans un projet comme celui-là, qui n'est pas nécessairement toujours le cas, par exemple, d'un projet minier dans le Grand Nord. Ça se passe chez nous, dans le Sud, et donc ça touche un grand nombre de gens, même si les régions non montréalaises ne sont pas affectées. Il y a un élément de fierté. Le succès de la Caisse de dépôt, qu'on voit en action dans un domaine plus compréhensible pour le grand public que c'est taux de rendement. Il y a un élément d'innovation. C'est quand on regarde l'ensemble, là, il y a des éléments qui permettent de concilier encore là le projet économique pur et un projet qui a des aspects sociaux et qui est capable aussi de mobiliser. Et donc, c'est ce genre de choses-là qui, selon moi, il faut chercher jusqu'à un certain point. Quand je dis ça, il y a un danger, c'est que c'est encore le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. Or, le développement économique ne peut pas uniquement reposer sur l'État, et c'est évident, et qu'il y a des comportements à changer, et l'État ne peut pas le faire. C'est nos attitudes personnelles face à l'éducation et au travail. J'ai terminé. Oui, je vais respecter ma minute. Il y a nos carences en entrepreneuriat. On a des problèmes d'entrepreneuriat importants. On le voit dans différents domaines. Chez les jeunes entrepreneurs, mais aussi de la façon dont les problèmes de relève se posent au Québec posent aussi des problèmes individuels. Donc, il y a aussi des gestes
individuels, des changements de mentalité qui doivent se faire chez les acteurs économiques. Mais il faut commencer par quelque part, puis même si l'État ne fait pas tout, l'État est un déclencheur important. Et ces grandes initiatives-là, si elles peuvent avoir un effet, c'est pas seulement d'enthousiasmer, c'est de créer une espèce d'aiguillon qui fait qu'après ça, les gens progressivement se transforment un peu et n'ont pas la même attitude face au développement économique. J'ai été heureux là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Dit-on qu'il veut que c'est toujours les journalistes qui ont le dernier mot, donc c'est pas pour rien que tu étais le dernier. Mais je trouve tellement que tu as raison. Moi, ça a été mon analyse aussi au niveau du Québec, qui est toujours difficile d'avoir un consensus sur un projet de développement économique. Moi-même, je l'ai vu personnellement sur ce plan-là, mais je suis content que tu aies fait allusion au projet de la Caisse de dépôt, puis c'est pour ça que j'ai fait un clin d'œil tantôt aussi pour ceux qui étaient au lunch, parce que c'est la première fois que je vois vraiment un beau projet mobilisateur inspirant, auquel il y a un consensus qui est en train de se bâtir. Probablement que c'est parce qu'il fallait que ça vienne de la Caisse de dépôt versus le ministre du gouvernement, parce qu'on se dit, bon, OK, les autres, ça va être, ils ont de l'expérience, mieux structuré, etc., puis c'est non partisan, évidemment. Et là, on rattache l'officiel avec qu'est-ce que notre ami Claude Séguin dit, que dans le fond, éducation, urbanisation. Donc, urbanisation, j'ai très, très hâte de voir ça. Moi, je suis assez inspiré sur les impacts. Quand on sait que la ressource la plus précieuse maintenant, c'est le capital humain. Il faut attirer. On a des grandes universités. Le Canada, au Québec, on attire beaucoup de gens. Et c'est le déplacement, donc la mobilité. Tu veux pas perdre trop de temps, puis tu veux être aussi, comme tu vois partout ailleurs à travers la planète, tu as le Wi-Fi, tu as tout ça là, dans ces développements-là urbains. Et c'est très inspirant. Éducation, moi je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. J'ai bien hâte de voir si ça va être le cas ou pas. Mais en fin de semaine, ce que je trouvais intéressant pour ce qui se disait, ou ce que j'ai compris dans les journaux qui s'est dit, c'est que maintenant le gouvernement en place a de l'air à vouloir mettre l'éducation en priorité. Fait qu'il faudra suivre ça attentivement, mais si le gouvernement se met à mettre l'éducation en priorité, puis qu'en plus de l'urbanisation, ben là, ça va commencer à être intéressant. On doit finir à E10. Il était 4. Robert, tu m'as dit que tu pourrais peut-être réagir en 2 minutes sinon, on va aller immédiatement à la salle pour une question ou deux. Il faut finir à 10. Donc, Robert, peut-être une réaction à ce que tu... au propos? Deux petites choses. Peut-être en 2 minutes ou une réaction à ce que Alain et Claude disent. Surtout Claude, parce que Claude, je suis toujours d'accord avec lui. Donc, dans le fond, sur l'éducation, je l'ai dit un peu, mais je pense qu'il faut le redire. Dans le fond, on finance notre éducation en fonction de nos moyens, mais pas en fonction de nos besoins. Donc, puis comme on a encore un peu de rattrapage à faire, ça suppose qu'on devrait y aller au-delà de nos simples moyens et faire un effort supplémentaire, ce qu'on ne fait pas. Deuxième point, je vais vous confier un secret. Mais là, je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, je vais utiliser des mots un peu plus compliqués, comme ça va les mélanger. Non, mais ça va, ils ne comprendront pas ce que je veux dire. La SDEC veut se dissocier. Oui. On va prendre de... Mais l'année passée, je demande de la commission Robillard, puis dans nos discussions, ils disent, on va faire un test. Parce que vous savez, quand vous regardez les programmes, on dit, ouais, la santé, c'est important, puis ça prend une réforme majeure en santé. Puis ça, je dis, wow, les moteurs, on réforme rien ici après-midi. On va faire un test simple. On va leur en passer une facile. Là. Quand on dit on va leur en passer une facile, je parle pas du gouvernement, je parle de la population. Le gouvernement opère une chaîne de magasins d'alcool. Je vous rappelle, on est en 2016, on n'est pas en 1936. Le gouvernement opère une chaîne de magasins d'alcool uniquement parce que ça y rapporte $1 milliard par année. On a dit, on est des économistes. On dit, on va y trouver une formule de financement alternative, aucun problème. On a ça sur la table, voici, taxer les bouteilles d'alcool comme vous taxez l'essence, les cigarettes, toute la patente, go. Le milliard, il est intact, pas touché. Et on dit, on ne privatise pas la SAQ, on libéralise le marché. On laisse la SAQ là, puis il va y avoir d'autres. Là, on va tester la réaction. On va voir s'il y a de l'appétit pour des réformes. Parce que ça, je vous rappelle, c'est une facile, ça. C'est comme un no-brainer. Tu sais, c'est comme, si on n'est pas capable de faire ça là, oubliez les autres. Là, on est le 18 mai 2016. On a dit ça le 18 mai 2015, puis c'est toujours pas là. Fait que les réformes, là, les grandes réformes, là, moi, j'y crois pas. Parce qu'il n'y a comme pas de...
Je sais pas, il n'y a comme pas d'appétit, puis ça tombe dans l'espace public, puis là, c'est mâché, tout croche, de toutes sortes de façons, ça dérape, puis ça finit, on passe à autre chose. Merci. Il nous reste 3 minutes. On a donc le temps juste pour une seule question, peut-être en 30 secondes, 45 secondes, vous mentionnez votre nom et à qui s'adresse la question, s'il vous plaît. C'est pas une question, mon nom c'est Guy Latreille. C'est un commentaire. Le marché, ce débat-là, je pense qu'il ne faut pas nous lancer là-dessus parce que 20% de la planète vit dans l'OCDE, là où le marché fonctionne, 80% de la planète crève. Alors le marché, ça ne marche pas. C'est évident. La Chine est un exemple marquant du fait qu'on planifie le développement économique. Vous verrez ce que l'Amérique va devenir dans les prochains mois, les prochaines années. Mais quand même, ceci étant dit, ça c'est un fait débat. Ça me rappelle où on était ici en 1976. J'étais là, jeune homme, évidemment, à la fondation de l'Association des économistes. Quelques années après, il y avait le référendum sur la souveraineté. Parce que là, ce que je vais vous dire à vous tous, M. Philémon Dubuc, M. Séguin, M. Gagné, etc., M. Gignac, c'est que là, un bon ouvrier qui a le bon talent, les bonnes aptitudes, les bons outils, etc., et s'il n'y a pas un bon marteau, une bonne scie, et des bons clous, il ne fera pas une belle maison. J'arrive de Gatineau, je passais à Mirabel. On a dépensé 1 milliard pour faire ça, on a dépensé 100 millions pour démolir. On n'a pas besoin de ça. Les outils de ceux qui veulent développer une économie. Je ne fais pas de politique ici, là. Je ne membre d'aucun parti, je n'ai aucun intérêt. C'est la politique fiscale. On en est seulement à moitié d'une. On a donné 1 milliard à Bombardier, au vent québécois, bravo. Sinon, si on avait toute notre fiscalité, on en a donné 3. Là, on est en train de quêter pour en avoir peut-être 500, on ne sait pas ce qu'ils vont demander. Je vais finir. Juste conclure. Notre politique monétaire, on ne contrôle pas la monnaie. Et la monnaie, c'est la façon de préserver sa richesse. On ne la contrôle pas. Alors, vous devriez commencer à y penser parce que ça va presser bientôt. Et on n'a pas de politique du commerce extérieur. Alors, il faudrait peut-être aussi commencer à mettre ce débat sur la table, nous, économistes, que l'on réfléchisse ensemble à cette question pour permettre à l'ensemble des Québécois, un homme, femme et enfant sur 1000 vit au Québec, 1 millième de la population planétaire, mais on a 1% de l'espace planétaire, c'est le Québec, 10 fois plus que le terrien moyen, 2% de l'espace sylvicole, 20 fois plus que le terrien moyen, 3% de l'eau, 6% de l'aluminium et 12% de l'hydroélectricité. Si moi je suis pauvre demain, là, je ne sais pas comment on va être les autres. Je vais vous remercier de votre commentaire, comme vous avez dit. L'Association des économistes accepte tous les points de vue. Il faudrait que, Michel, ça va être une question courte et réponse rapide, s'il vous plaît. Poser une question. Oui. En fait, le préambule à ma question, c'est la fin de ce que disait Alain, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas sûr que c'est les économistes qui ont atteint la limite de leur capacité, j'avance que c'est le gouvernement qui a atteint la limite de sa capacité. Et la démonstration de ça, c'est que personne ne pense que la prochaine politique économique, stratégie de développement économique, va finalement transformer les choses. Ma question est plus à Claude Séguin, c'est, mon impression, c'est que présentement, le vrai défi, c'est que les entreprises commencent à agir sur des leviers directs. Et l'exemple que j'ai, c'est l'Université Ryerson, l'Université Waterloo. Et pensons à Waterloo, là, BlackBerry qui s'effondre et Waterloo qui traverse cette crise-là. Il y a de l'entrepreneurship. L'Université de Waterloo est un pilier extrêmement efficace dans l'économie là-bas. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps sollicité dans le privé pour donner des sous aux universités, aux hôpitaux, à plein de causes. Vous pourriez mettre des conditions de création de richesses liées à la philanthropie corporative. On pourrait avoir des entreprises qui commencent à avoir un impact, qui arrêtent de penser que c'est la stratégie du gouvernement qui va avoir une influence, c'est les décisions d'entreprise sur les moteurs qui vont avoir une influence. Donc, est-ce que les entreprises peuvent shifter comment ils appuient les institutions? Claude, peux-tu répondre en 2 minutes? On ne veut pas empiéter sur l'autre atelier. Oui. Mais essentiellement, là, il y a des entreprises qui font ça. Là, on peut dire toutes sortes d'affaires sur Bombardier, là, mais Bombardier est un moteur dans l'industrie aéronautique là, qui développe des séries de fournisseurs, etc. Je ne suis pas au courant de toutes les situations, mais je peux témoigner qu'à CGI, on a environ une 40aine de petites firmes qui nous fournissent ou avec qui on aide à conquérir des marchés hors Québec ou hors Canada. Et je pense que c'est peut-être pas aussi visible que donner à la place à l'Orchestre symphonique de Montréal ou à l'Université
l'Université de Montréal, mais c'est très structurant, disons, en termes là, de développer les entreprises de demain, puis profiter de l'écosystème qui est autour, soit des TI, soit de l'aéronautique, soit des bibliothèques qui sont nos secteurs. Puis n'oubliez pas les institutions financières qu'on a généralement pensé que c'était toute partie à Toronto. Là. Il y a 150 000 personnes au Québec qui travaillent dans les institutions financières. C'est 6 du PIB. C'est 3 fois plus gros que l'aéronautique. Puis on a des noyaux d'assurance, des noyaux de gestion de portefeuille et des noyaux bancaires qui peuvent aussi être gros contributeurs à la société. Là-dessus, j'aimerais remercier en votre nom beaucoup nos 3 conférenciers, donc Alain Duvic, Claude Séquin et Robert Gagné, pour votre merci, messieurs, pour votre